Merci beaucoup, Gervais. Donc, encore, c'est toujours, comme vous le savez, pour moi, c'est toujours un plaisir d'être ici et venir vous parler. Donc, lorsqu'on m'a approché pour la conférence, c'est sûr que je n'ai pas hésité. Là où j'ai hésité, j'ai dit, bon, on enligne ça comment? Ça m'arrive de temps en temps de réfléchir dans la journée, et puis je me suis dit, bon, je pense qu'on est à la croisée des chemins. Donc, d'où le titre, justement, l'industrie du bleuet sauvage à la croisée des chemins. Je le mets en point d'interrogation, mais c'est une question qu'on doit se poser. Vers où on s'en va? Il y a eu quand même beaucoup de développement. En 2015, je vais vous rappeler dans ma présentation, je vais vous rappeler des choses que je vous ai dit en 2010 à Saint-Félicien, d'autres choses que je vous ai dit en 2015 ici même. Et on va faire le parallèle et on va voir où on en est aujourd'hui pour voir comment finalement on peut utiliser des informations qui sont des informations du marché. C'est important de connaître qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe chez nous pour justement faire pas de la prévision dans le genre boule de cristal, mais des perspectives. Qu'est-ce qui peut arriver? Donc, bien sûr, je remercie mes collaborateurs. Je l'ai demandé à un de mes étudiants à la maîtrise, Marlus Rachid da Silva, qui est brésilien, en fait. Mon espagnol, mon portugais est un peu rouillé, donc je lui ai demandé de faire une recherche de qu'est-ce qu'ils discutent présentement dans ces pays-là, lorsqu'on parle de l'industrie du bleuet. Donc, il m'a accompagné, et Gilbert Lavoie, bien sûr, avec qui j'ai discuté lors de la préparation de cette présentation-là. Donc, on m'a dit qu'on avait 1 heure. Je vais essayer de ne pas trop être plate, d'essayer de vous donner de l'information, finalement, et je vous avertis, je parlais avec mon frère tout à l'heure et ses collègues qui étaient autour de lui, mon frère Noël. Je lui ai dit, bon, si vous êtes découragé au milieu de ma conférence, restez assis. Écoutez-le jusqu'à la fin, quand même. Je pense que c'est important. En même temps, je me considère très objectif dans ce que je vais vous présenter. Et moi, je crois fermement à l'information de base et à l'analyse de l'information. Et aussi, qu'est-ce que l'information nous dicte? Vers quoi elle nous dirige? Moi, je crois fermement à ça. Donc, je suis ici ce matin pour, finalement, vous livrer de l'information. Donc, je suis un peu comme le messager. Et on dit souvent, bon, bien, finalement, ça ne donne pas grand-chose de fesser sur le messager. Là. Mais je vous invite, en fait, lors de la période des questions, bien sûr, si vous avez des commentaires, des choses qui vous ont vraiment interpellé, que vous êtes d'accord, pas d'accord, ou quoi que ce soit, ça me fera plaisir de discuter. Mais en même temps, moi, je reste neutre et je suis là pour répondre finalement aux questions, autant que faire se peut, finalement, selon mes compétences, selon mes connaissances. Donc, j'ai préparé un plan de présentation, ce que je fais très rarement. C'est pas dans mon style. Donc, par contre, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire le point. Donc, ce que je vais vous faire, finalement, ce matin, c'est de rappeler un peu les connaissances acquises au cours des récentes années. Parce que votre industrie, en fait, elle a pu s'appuyer sur des ressources extraordinaires, une expertise, je ne dirais pas extraordinaire parce que ça serait peut-être un peu trop, prétentieux, étant donné que j'ai participé à certaines portion de cette information-là. Mais je pense que votre industrie a été mise en mesure, finalement, de mettre en place des outils pour avoir de plus en plus d'informations. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'évolution des prix récents d'exportation? Parce qu'en fin de compte, lorsque les transformateurs vendent leurs produits, ils vendent ça sur le marché international. Hein. Le marché du bleuet, Lac-Saint-Jean, le bleuet, on ne le vend pas au Québec, on ne le vend pas au Canada, on le vend principalement sur les marchés internationaux. Donc, c'est là, notre patinoire, elle est là. Hein. Elle n'est pas au Lac-Saint-Jean. La patinoire de l'exportation, c'est le marché international. J'ai fait quelques petites analyses statistiques sur les liens prix d'exportation, prix à la production, ce que j'avais fait en 2010. Et je vous avais expliqué un peu c'est quoi l'impact de ces genres d'analyses-là. Je refais un peu cet exercice-là aujourd'hui pour vous montrer finalement que les choses n'ont pas changé. Il y a des choses, on voit les liens. Transmission des prix, comment ça marche? En 2015, j'avais essayé de faire l'analyse et j'avais un peu de problème avec les données, donc j'avais laissé tomber. Mais cette fois-ci, je vais vous parler de transmission des prix. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une transmission de prix. Et ensuite, je me suis penché sur l'actualité sur la scène internationale, et pas juste en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur le bleuet dans le monde. Et ensuite, on va parler de stratégie, parce que les entreprises, en fait, partout dans le monde, établissent des stratégies de positionnement. Comment est-ce qu'on se positionne? Qu'est-ce qu'on fait? Il est où mon consommateur? Qu'est-ce qu'il veut? Quand il veut et pourquoi il veut. Donc, ce sont des stratégies, finalement, que les entreprises mettent d'avant. Et en même temps, ces entreprises-là se disent, bon, bien, comment est-ce que moi, je dois me structurer pour que ce consommateur-là, qui est sur la scène internationale, dise, gars, c'est lui que je veux. Ouais, parce que le nerf de la guerre, il est là. Parce que la compétition, elle existe.
Et c'est pour ça, finalement, que vous avez la petite image de l'hélicoptère. Vous vous souvenez, en 2015, on est venu vous présenter une présentation sur comment prévenir le gel. J'ai trouvé ça, c'est une de mes collègues, là, je la connais très bien. Là. Et puis, on parlait finalement de l'utilisation d'un hélicoptère pour empêcher le gel des bleuetières et tout. Et on parlait finalement d'un coût de, j'hésite de dire de 5 000 $ de l'heure, mais il me semble que c'est peut-être 5 000 $ par jour. Mais on s'entend que c'était relativement cher. Celle-là coûte moins cher. Hein? Donc, celle-là, elle coûte très peu cher, cette petite hélicoptère-là. Aujourd'hui, je ne vous charge rien pour faire lever un petit peu cet hélicoptère-là. Donc, on va essayer de regarder finalement le marché un peu plus de haut et ensuite, on va atterrir. Rappel 2015. Donc, je vous avais parlé en 2015 du Maroc, la Chine, l'Argentine, l'Uruguay, le Mexique, la Pologne. Okay? On avait parlé de ces pays-là, finalement, qui étaient des pays qui étaient maintenant des acteurs importants sur le marché international. Et j'avais parlé beaucoup du Chili. Hein, vous vous souvenez, le Chili, j'avais mentionné, 10 ans auparavant, même 8 ans auparavant, le Chili était complètement absent du marché international. Et en 2015, il était le principal exportateur mondial. Okay, en l'espace de 5 à 10 ans, ce pays-là, finalement, s'était développé. Il était vraiment le leader. On parlait en 2014, la donnée que je vous avais donnée en 2014, c'était 100 000 tonnes d'exportation. En 2015, on parle de 110 000 tonnes d'exportation. Donc, ils ont continué en 2015 à exporter. Je vous avais parlé c'est la donnée que j'avais en 2015, c'est-à-dire en 2012, on parlait de 24 pays producteurs et je vous avais dit à l'époque, ça va continuer, il y en a d'autres qui s'en viennent. Et aujourd'hui, en 2014, on parle de 29 pays. Aujourd'hui, probablement qu'on est en haut de 30 pays. Si on pense aujourd'hui, selon Ryan Davis, qui est un article finalement qui est publié dans Fresh Plaza, on parle dans le monde de 720 000 tonnes de bleuets en production. Donc, on sait c'est 1,5 milliard de livres de bleuets. On est 7 milliards d'individus sur la Terre. Donc, ça veut dire que chaque individu sur la Terre, finalement, se promène avec une bonne poignée de bleuets dans ses poches. C'est ça que ça veut dire. Des bleuets, il y en a. Si on se compare maintenant à l'Amérique du Nord, ça comprend le Maine, ça comprend tous les États, finalement, qui font le bleuet sauvage, en fait, et Caraïbes aussi, je pense. Au niveau de l'Amérique du Nord, on parle de 19 % du marché. Si on parle du Québec, on est de 3 ou 4 % des parts de marché. Donc, en organisation industrielle, on appelle ça une position de petit joueur international. On est des très petits joueurs internationaux. On est des preneurs de prix. Ce n'est pas nous qui faisons la guerre sur le marché international. Okay? Donc, on occupe une part. La patinoire est très grande, puis nous, on a un petit coin de cette patinoire-là, puis il faut essayer de ne pas se faire sortir de cette patinoire-là. Et je vous avais dit en 2015, watchez le Pérou. Pourquoi? Parce que le Pérou, en fait, avait des problèmes. Le Chili, à l'époque, en 2015, commençait à avoir des problèmes pas des problèmes de main-d'œuvre, mais les salaires commençaient à augmenter. Et le bleuet en Caraïbes, il était souvent récolté manuellement pour la vente frais, en grande partie. Le Pérou produit du bleuet congelé, oui, mais en grande partie, c'était exporté frais. Et les salaires commençaient à augmenter. Le Pérou, ce n'était pas le cas. Donc, je le dis, le Pérou va probablement se positionner parce que les salaires sont bas et eux vont produire. Et en plus, il y avait planté. Donc, je vous avais mentionné en 2015 que c'était un joueur potentiel qui est important sur le marché frais à cause du coût de la main-d'œuvre. Et qu'en termes de plantation, on parle de 4 hectares par jour au cours des récentes années. Donc, au cours des 5-6 dernières années, en 2015, on plantait 4 hectares par jour, en moyenne. On disait que le Pérou aura 2500 hectares en 2015 puis 4000 hectares en 2016. Ça, c'était des prévisions. Et les exportations ont été multipliées par 4 depuis 2013. Ça, finalement, c'est l'évolution de la production. En 2014, lorsque je vous ai présenté c'était en 2015, c'est-à-dire, on avait cette information-là, donc 3000 hectares. C'est à peu près ce qu'on avait. Si on regarde où ils sont rendus aujourd'hui, 2016, 20 000 hectares en production. Donc, le Pérou a fait exactement la même stratégie que le Chili. Ils ont pris le marché et aujourd'hui, on exporte beaucoup. Un article disait dans le Fall Creek Farms, en fait, de Brazelton, c'est-à-dire qu'il mentionnait, ça c'est une traduction très libre, si ça pousse au Pérou, ils vont en planter comme des fous. Hein, si ça pousse, c'est sûr qu'ils vont en planter parce qu'il y a des conditions qu'il faut, il paraît. Je ne suis pas agronome pour ce niveau-là. Je vous rappelle l'image que je vous ai montrée en 2015. Donc, c'est en fait le prix d'exportation du bleuet sauvage. Ça, c'est le prix du bleuet au Canada sans le Québec. J'ai enlevé le Québec. J'ai simplement pris ce qui est fait ailleurs en bleuet sauvage, selon la destination. La ligne verticale que vous avez ici, est-ce qu'il y a un pointeur là-dessus? On va l'essayer. Ça ne fonctionnera pas. La ligne verticale que vous avez en rouge à votre droite, c'est finalement, c'est jusque-là, c'était l'information que j'avais en 2015. Donc, ce qu'on a ici, en fin de compte, c'est la ligne rouge ou brune, c'est ce qui s'en va vers les États-Unis, et la ligne verte, c'est ce qui s'en va ailleurs. Donc, pour les maritimes et les autres provinces qui produisent, s'il y a du bleuet qui se produit en Ontario, ils sont compris là-dedans. Donc, tout ce qui est hors Québec, en bleuet sauvage,
les prix se suivent pas mal. On avait mentionné que finalement, eux n'ont pas réussi vraiment à différencier leurs bleuets. Ils vendent, peu importe s'ils vendent aux États-Unis ou ailleurs qu'aux États-Unis, ils reçoivent sensiblement le même prix. Dans les années récentes, il y a eu une forte baisse au niveau des prix. Et j'attire votre attention sur la forte baisse des prix qui s'en va aux États-Unis, la ligne rouge. Regardez comment ça a baissé ce qui s'en va aux États-Unis. Et je vous rappelle que les États-Unis, c'est un des principaux acheteurs. Okay? C'est une partie, finalement, de la patinoire sur laquelle on est. On se ramène au Québec. Encore une fois, la ligne rouge, c'est l'endroit où, finalement, j'avais l'information jusqu'en 2015. Donc, et j'avais mentionné que la ligne bleue, en fin de compte, qui représente le bleuet qui va vers les États-Unis versus le bleuet qui va ailleurs, on avait réussi à différencier notre produit et on n'a pas l'information directement de l'exportation des bleuets biologiques. Mais ce qu'on se doute, Gilbert et moi, c'est que finalement, ça représente probablement ça, le prix du bleuet qui s'en va aux États-Unis, mais le marché des États-Unis, c'est là que s'en va notre biologique. Donc, c'est pour ça que le prix est plus élevé. Et encore une fois, regardez ce qui se passe au niveau des prix. Et regardez, et là, j'attire encore votre attention sur la ligne bleue, regardez comment les prix d'exportation. Et les prix d'exportation, je vais être clair, c'est les prix, encore une fois, que le transformateur reçoit. Et ce prix-là, il est vérifié par les agences canadiennes qui vérifient la cargaison ils doivent vérifier finalement toutes les factures, etc., pour s'assurer que ce qui est déclaré par les gens qui exportent soit réellement les quantités et les valeurs finalement de ces exportations-là. Et on voit finalement que le prix a baissé, et en particulier le prix aux États-Unis. Et tout à l'heure, je vais vous parler, lorsqu'on va un peu plus loin, je vais vous parler de l'élasticité de la demande, une demande inélastique. Ça veut dire quoi, une demande inélastique? Ça veut dire que, prenez un produit, par exemple, comme le lait. Si le lait augmente, c'est ce qui a fait le succès d'ailleurs de l'industrie laitière, à partir du moment où, dans les années 70, on a mis en place les plans conjoints, je vous rappelle que c'est un marché fermé, on est Canadien, donc le lait, il est resté sur le marché canadien, ce qui n'est pas le cas du bleuet. Le bleuet s'en va à l'extérieur. Donc, on a mis en place un plan conjoint dans le but d'augmenter le prix aux consommateurs. Et le consommateur a continué à boire du lait quand même. Pourquoi? Parce que c'est une demande dans laquelle le consommateur réagit peu à la croissance du prix du lait et réagit peu à la décroissance du prix aussi du lait. Donc, la quantité est relativement fixe et ça nous a permis finalement d'augmenter les revenus. Aucun problème. Le bleuet biologique, on en parlait tout à l'heure, Pierre-Olivier, c'est sûr, on en parlait, et je suis parfaitement d'accord avec Pierre-Olivier et aussi la stratégie de MAPAC de supporter le développement du biologique, bien sûr, c'est un créneau, mais en même temps, c'est une demande qui est inélastique. C'est-à-dire que si moi, je suis un consommateur de biologique et j'arrive à l'épicerie et que je vois finalement le bleuet biologique qui a augmenté, le prix a augmenté de 10 % d'une semaine à l'autre, j'ai une conviction que le bleuet biologique est bon pour moi, etc., je vais l'acheter quand même. Ça ne m'empêchera pas de ne pas l'acheter. Par contre, sur ce marché-là, il faut bien comprendre que s'il y a une offre excédentaire, le prix va réagir très fortement. Le prix va baisser très fortement à cause de l'offre. Okay? Donc, la différence, elle est là. On est face à une demande inélastique et il faut bien comprendre c'est quoi cette demande-là et la travailler. Il faut travailler nos marchés, bien assurer qu'on réussit à convaincre le consommateur que mon bleuet biologique, c'est le meilleur. Encore une fois, on va vous parler de positionnement tout à l'heure. Donc ça, je tiens à le signaler. Et ça explique fort probablement la très forte baisse du prix du bleuet biologique qu'on connaît, donc la baisse, en fait, qu'on voit sur la ligne bleue ici. Donc, encore une fois, j'ai fait le lien entre le prix d'exportation et le prix que vous recevez comme producteur. Et donc, et en fin de compte, d'un point de vue statistique, et ça, c'est mathématique, c'est 1 + 1 = 2. Là. On peut pas contredire ça. Ce n'est pas un jugement de valeur que je fais. Là. C'est vraiment c'est des logiciels économétriques. Ça nous permet, en fin de compte, c'est mathématique. Ça nous permet de voir comment est-ce que, finalement, deux séries de prix sont liées l'un avec l'autre, et lorsque un prix varie, comment est-ce que l'autre varie. C'est mathématique. En 2010, je vous avais dit, en fin de compte, que pour chaque 10 % de changement de prix à l'exportation, donc, par exemple, si le prix à l'exportation augmente de 10 %, on note un changement de 15,2 % du prix au producteur. Donc, le prix au producteur va augmenter de 15 %. Okay? On s'entend, par exemple, que si le prix du bleuet à l'exportation est à 2 $, que j'ai 10 % d'augmentation, ça donne 20 sous de plus à l'exportateur. Mais pour le producteur, ça se résume. Si, par exemple, on reçoit 1 $ la livre, hein, on rêve tous à ça, bien sûr, donc on reçoit 1 $ la livre, ça nous donne 15 sous de plus. Donc, le transformateur bénéficie, bien sûr, d'un revenu supérieur de 5 sous et le producteur de 15 sous. Donc, le 15 % il n'est pas en contradiction avec le 10 %, bien sûr.
J'ai refait l'exercice et on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc, on voit qu'une variation de 10 du prix d'exportation, ça amène une augmentation du prix, une variation du prix de 16,8 Donc, c'est le fun quand le prix augmente. Mais quand le prix baisse, ça fait mal parce que finalement, la baisse est aussi importante en descendant qu'en montant. Hein, encore une fois, c'est mathématique. C'est construit dans le système. Et là, je me suis dit, bon, bien, il faut illustrer ça. Donc, ce que j'ai fait, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix d'exportation, ça vient de deux choses. C'est composé du prix que le producteur a reçu pour son bleuet, et ça comprend finalement les coûts à la transformation, donc les coûts de congélation, de main-d'œuvre, etc., etc., et bien sûr les profits. Vous autres aussi, dans le prix du producteur, il y a une partie profit. Là. Je ne l'ai pas mis là, mais elle est là aussi. Ça fait 15 minutes? D'accord, merci. Je vais demander à me tenir à autant parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Fait que je vais me permettre d'accélérer. Je vais sortir, ma vitesse, comme je dis souvent à mes étudiants, ma vitesse du lac. Je parle plus vite de temps en temps. Donc, si on essaye de décomposer le prix, période 2002-2015, en moyenne, le prix au producteur est à 77 cents la livre. Puis en moyenne, le prix d'exportation est à 1,77 $. Donc, 66 allait à la transformation, 44 au prix au producteur. Ça, c'est les chiffres. C'est de la moyenne. S'il y a une instabilité au niveau du prix d'exportation, le prix d'exportation commence à varier. Le problème, c'est que, bien sûr, ça va se répercuter sur ces deux rectangles, rectangle bleu et rectangle rouge, c'est-à-dire jaune. Cette partie-là, en fin de compte, elle est relativement rigide. C'est-à-dire que la main-d'œuvre dans les usines, le coût de l'énergie dans les usines, vous êtes aussi, vous avez des coûts rigides. C'est-à-dire les prix de l'essence de vos tracteurs, ils ne diminueront pas parce que vos prix baissent. Dans l'usine, c'est la même chose. Donc, il y a de la rigidité au niveau de l'usine. S'il y a une instabilité au niveau du prix d'exportation, bien sûr, ça va se répercuter dans toute cette chaîne-là, dans le jaune et dans le bleu, mais en particulier, ça peut se refléter de façon importante dans la partie jaune, parce qu'en fin de compte, c'est le résiduel. La partie bleue est relativement rigide, et si ça baisse d'un bord, bien, ça va peut-être bouger un petit peu plus. Et la différence du 10 versus 16,8 elle est là. Elle est expliquée par ça. J'ai fait une analyse de risque, jusqu'à quel point, finalement, vous faites face à un risque de prix. Donc, l'exportateur fait... Et la mesure, c'est une mesure qui est pure, qui n'a pas d'unité. C'est juste relatif. OK? Il faut comparer une mesure avec l'autre. Donc, si on regarde le prix d'exportation, 0,2, versus le prix au producteur, 0,22, ça veut dire que vous autres producteurs, vous faites un petit peu plus face à un risque de prix. Votre prix varie plus que celui du transformateur. Okay? Ça vient de la construction, finalement, ça vient de la filière, la façon dont la filière fonctionne. Et j'ai fait un test de symétrie. Vous savez, on a souvent l'impression, bon, les prix augmentent à l'épicerie, puis finalement, le producteur, il ne voit pas son prix changer. On appelle ça une absence de transmission. Il n'y a pas de transmission de prix. Moi, je me suis posé la question, bien, quand ça bouge au niveau de l'international, lorsque finalement les transformateurs reçoivent plus ou ils reçoivent moins, est-ce que lorsqu'ils reçoivent plus, ils transmettent aux producteurs dans une certaine mesure, puis lorsque ça baisse, est-ce qu'ils ne transmettent pas? Ou ça se transmet de la même façon. Et les tests économétriques et les statistiques que j'ai faits montrent que finalement, la symétrie, elle est parfaite. C'est-à-dire que votre système que vous avez présentement, de la façon dont votre filière est organisée, là, finalement, votre mise en marché que vous avez, elle a quand même du bon. Donc, il y a une transmission de prix qui se fait bien. Et ça, il y a des filières qui ce n'est pas du tout comme ça que ça se fonctionne. Donc, ça, c'est déjà un plus pour la filière. Je ne dis pas que c'est parfait. C'est pas ça que je dis. Mais les statistiques montrent qu'il y a quand même une transmission de prix qui se fait. Je vous avais aussi montré comment, finalement, notre prix au bleuet était influencé par, et là, je vais un petit peu accélérer parce qu'il y a des choses importantes qui s'en viennent. Il était importante en termes, la variable importante, c'était les inventaires. Les inventaires aux États-Unis avaient un impact important sur le prix du producteur au Maine et aussi le prix du producteur au Québec. Les inventaires étaient vraiment un élément clé du niveau des prix. Lorsque les inventaires augmentent, les prix baissent. Ça a un impact parce que si les inventaires augmentent, c'est que la demande ne réussit pas finalement à absorber l'ensemble de la production. Ça, c'est les inventaires de bleuets aux États-Unis. Tout bleuet confondu, de ce qu'il y a dans les entrepôts. Donc, on avait en octobre 2002 120 millions de livres, octobre 2016 332 millions de livres, 3 fois plus au mois d'octobre, chaque mois d'octobre de l'année. Donc, ça veut dire que finalement, les entrepôts, l'an passé, étaient pactés. Si on prend les inventaires de la Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-Angleterre, c'est un peu particulier parce qu'on pense que c'est surtout là que les bleuets sauvages sont. Hein? Ces entrepôts-là recueillent finalement le bleuet sauvage. Et regardez ce qui s'est passé. Octobre 2002, 22 millions. Octobre 2014, 26 millions, alors qu'à peu près pareil. Et regardez, 2015, 42 millions. 2016, 65 millions.
Donc, on voit finalement que les inventaires finalement augmentaient de plus en plus au niveau du bleuet sauvage. Donc, il y avait un surplus, il n'y avait peut-être pas nécessairement un surplus, mais il y avait une très forte croissance des inventaires. Et encore une fois, nous, on a prouvé clairement, d'un point de vue statistique, que les inventaires avaient un impact sur les prix. Ça a amené John Shelford, qui est de Nutrip Farm, qui est un aviseur stratégique, que les inventaires des entrepôts frigorifiés ont cru fortement dans les dernières années, ce qui a occasionné une baisse du prix pour le produit transformé. On l'avait déjà dit depuis 5 ans. Donc, on a de l'avance. Hein, on est fiers, il faut être fiers de nous. On a travaillé. On a tous travaillé pour finalement analyser les marchés internationaux. Puis on avait déjà découvert ça, nous autres, il y a quelques temps. 2013-2014, on avait travaillé avec le syndicat, avec les transformateurs. On avait montré finalement comment les prix étaient liés, etc., etc. Gilbert et moi. Les actualités de la dernière année. Et là, je vais vous envoyer ça en rafale. J'ai dit, mais en même temps, je ne veux pas vous assommer. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Au Chili, chute des prix, ça c'est 6 janvier 2017, on titrait « Chute des prix du bleuet » et on disait dans cet article-là, la situation a été aggravée par l'augmentation du nombre de concurrents. Ainsi, les prix ont chuté de plus de 50 %. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait parlé en 2015, qu'est-ce qu'on avait parlé en 2010. Hein, les nouveaux pays s'installaient, la concurrence s'installe. Et ils viennent de réaliser que, regarde, la compétition s'installe. Selon les producteurs, tous ces éléments ont amené le besoin de connaître le marché international. Ils viennent de se réveiller. Alors, nous, on s'est déjà réveillés bien avant ça. On commence à l'analyser, le marché international, et on vous donne l'information. Donc, encore une fois, on est une industrie qui est super dynamique. Vous avez des représentants qui ont dit, regarde, nous, on veut le connaître. Qu'est-ce qui se passe sur le marché international? Pour vous diffuser l'information. Au Chili, encore une fois, une forte chute des prix du bleuet préoccupe les producteurs de la province de Biobío. Et en Argentine, en raison de la chute des prix internationaux, 2 millions de kilos de bleuets non récoltés. Les producteurs ont décidé d'arrêter de récolter. Ils ont dit, ça vaut plus la peine, on ne réussit même pas à payer nos employés avec le prix du bleuet qu'on a. 5 décembre 2016. En Argentine, surproduction sur les marchés et une consommation stagnante. Donc, on commence à parler d'une consommation stagnante. Cause une baisse significative des prix du bleuet. En Uruguay, les producteurs affirment qu'ils ont perdu la moitié de leur production de bleuet, qu'ils l'ont perdu pas à cause du gel. Dans l'article, on dit une surproduction, la chute des prix et l'augmentation des coûts amènent un arrêt de production. Ça s'est passé ailleurs, ça se passe aussi en Uruguay. Les pertes ont été estimées à 1,5 million de kilos qui sont restés au champ. Corée du Sud, pas juste en Amérique du Sud, Corée du Sud. Les prix du bleuet chutent en Corée du Sud, 24 juin 2016. Les prix du bleuet chutent en raison de l'augmentation de l'offre avec une demande constante. Un producteur a indiqué que le prix du bleuet a diminué de 75 % au cours des 5 dernières années. Ça, c'est l'actualité. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'actualité. Aux États-Unis, plus près de nous, l'une des pires années enregistrées dans le secteur du bleuet. On disait dans l'article, aux États-Unis, les réglementations concernant les produits biologiques deviennent plus rigoureuses. Ça, c'est important parce que si nous, la différence de prix, c'est à cause de notre bleuet biologique qu'on envoie aux États-Unis, ça se resserre. Et regardez qu'est-ce qu'on dit ici dans le petit titre en haut. On dit que le bleuet biologique va devenir une affaire marginale. Et je vais revenir sur le biologique. Encore une fois, je le répète, ce que la stratégie, les programmes du MAPAC et ce que Pierre-Olivier a dit, c'est qu'il faut aller vers ça. Mais en même temps, le biologique, si vous prenez le marché européen, pour l'Européen, le biologique, c'est devenu comme la norme. Oui, j'en veux du biologique, amène-moi-en. Mais vends-moi là à un prix normal. Je ne paierai pas une prime, nécessairement. Sur le marché, il y a beaucoup de place en Europe, c'est comme ça. Plus finalement un marché se développe, plus finalement ça devient un peu la norme. Le biologique devient de plus en plus la norme. Et maintenant, voilà, et l'offre, bien sûr, va suivre. Et c'est sûr qu'il faut s'attendre à un réajustement de prix. L'offre et la demande vont jouer, c'est sûr. La question maintenant, c'est qui parmi les producteurs biologiques va le mieux se positionner? Qu'est-ce qu'on va mettre d'avant vers le consommateur pour que le consommateur dise, regarde, parmi tous les produits biologiques, moi, c'est le tien que je veux, puis je suis capable de donner une prime à cause de ça. Parce que pour moi, ça appelle une meilleure valeur ajoutée. Encore aux États-Unis, on titrait, le USDA achètera en fait 30 millions de livres de bleuet sauvage afin de stabiliser le prix du bleuet. 30 millions de livres qui ont acheté l'USDA. Ils n'ont pas payé un prix de fou. Hein. Je ne me souviens plus du prix, mais ce n'était pas des prix de fou. Là. Au Canada, donc plus près de chez nous, Nouvelle-Écosse, l'industrie du bleuet de la Nouvelle-Écosse s'attend à des bas prix, août 2016. Au Canada, dans les maritimes, les producteurs des provinces maritimes luttent pour couvrir leurs coûts de production. C'est des titres de journaux. Je vous rappelle, 2010, l'offre et la demande. Je vous avais mentionné que si la demande augmente, bien sûr, les prix vont continuer à croître. Si c'est l'offre qui est le plus important, bien, les prix vont diminuer.
c'est certain que la demande n'a pas cru parce que le monde mange plus de bleuets. Quand tu as consommé ce que tu dois consommer, même si les prix baissent, tu regardes, t'es loadé, le bleuet. Okay? On a tous une limite. Là. Il faut découvrir de nouveaux marchés. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une représentation des représentants de Wabana et on va vous parler sûrement de la Chine. C'est un marché particulier. C'est un marché très particulier. Il ne faut pas penser que, écoute, il y a combien de... plus d'1 milliard de personnes en Chine. J'ai oublié le chiffre exact. Il ne faut pas penser que dire, eux autres, il y a une demande. Et il faut le percer, ce marché-là. Là. C'est pas facile. C'est pas comme rentrer dans un magasin et dire, regarde, peux-tu prendre mon bleuet? Non, pas tout à fait pareil. Je pense qu'on devrait vous parler de ça. Si les prix, du côté de l'offre, bien sûr, je mentionnais à l'époque qu'il existe une certaine limite à l'expansion des exploitations du Lac-Saint-Jean. On savait qu'à l'époque, il y avait une certaine limite. Mais qu'en est-il des autres régions et aussi en Europe? On pose la question, eux autres, ils vont faire comment? Au Canada, plusieurs régions sont propices à la production et un intérêt marqué pour le producteur. Ça, c'est ce que j'avais dit en 2010. Regardez, au Nouveau-Brunswick, il y a quelques temps, en fait, l'an passé, on annonçait près de 1600 hectares, 4000 acres de terre de la couronne ont été attribués à des producteurs locaux. Donc, il y avait de l'intérêt et on a été de l'avant parce que le marché était là, la demande était bonne et voilà, on développe. On n'est pas les seuls qui va le développer. Et ça, je l'ai gardé en anglais, c'est un petit velours, ça a apparu dans un journal du Maine, donc merci à nos amis américains, où on me citait, moi et George Schreiner, mon collègue de l'Université du Guelph, un collègue de Dave, on disait finalement que c'est une conférence que j'ai donnée l'an passé à Nouvelle-Écosse, et je mentionnais à l'époque que, on a des indicateurs qui nous disent, l'offre, oui, on sait que l'offre augmente, puis la demande peut peut-être commencer à plafonner. Donc, on a peut-être atteint justement le point où là, ça va commencer à serrer. Okay? Puis c'est ce qu'on avait retenu dans l'article. Ça, c'est ce qu'on parlait. Maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit? Okay? Et qu'est-ce qu'on prévoit dans le futur au niveau de l'industrie du bleuet? Et ça, je parle de l'industrie du bleuet dans son ensemble. En Roumanie, on disait finalement qu'en Roumanie, la production de bleuet va connaître un boom. Ça, c'est la Roumanie. Pourquoi? Parce que ces gens-là visent le marché européen. Il y a des trous dans le marché européen. Et on vise à combler ça. Donc, on s'attend à ce que la production en Roumanie augmente fortement au cours des deux prochaines années, suite à l'aide de la Communauté européenne. La Communauté européenne a mis en place des aides pour développer ces productions-là. Donc, les gouvernements interviennent, donnent du financement pour permettre le développement de la production. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, la production de bleuet augmente. C'est le titre de l'article. L'Union européenne, donc le web de la filière fruits et légumes, on disait dans cet article-là, le Pérou, je vous parlais de notre ami le Pérou tout à l'heure, le petit démon qui se cachait en 2015, que je vous parlais. Le Pérou, il prévoit exporter 30 000 tonnes de bleuet. Là-bas, j'ai traduit bleuet, mais on parlait de myrtille, mais on sait que c'est la même chose. Donc, c'est plus du double l'année précédente. Donc, le Pérou, ce ne sont pas des pays qui consomment leur bleuet. Ils l'exportent à plus de 90 %. Chili, c'est pareil. On exporte. Et on exporte où? Bien, sur nos marchés. Dans cet article, on dit aussi qu'en Andalousie, les surfaces de bleuets dépassent maintenant celles des framboises. Donc, on a investi encore plus dans les bleuets, relativement. En Serbie, ce pays émerge comme un nouveau fournisseur de bleuets. Encore une fois, traduction libre du titre. Ah, un nouveau pays, Serbie. On dit dans cet article-là que ce pays a pour objectif de fournir le marché lors des périodes où l'offre des pays du Sud et du Nord de l'Europe est absente. Quand je disais qu'il y avait des trous, il y a des trous, bien sûr, sur le marché, à un moment donné, mais il y a aussi des trous dans l'année, où finalement, la production n'est pas là dans les pays fournisseurs. Et là, nous, notre climat nous permet, à ce moment-là, de fournir du bleuet. Donc, on va en vendre. Donc, en résumé, il ne faut pas être découragé, hein, on s'en vient. En résumé, des marchés qui sont interreliés, on n'a pas le choix, on l'a montré clairement. On peut bien dire que c'est du bleuet en carême, Rémi, puis ça se passe ailleurs, Rémi. Nous, on est au lac ici. On est sa patinoire internationale. Okay? C'est clair, nos bleuets s'en vont sa patinoire internationale et le bleuet en carême et le bleuet sauvage, bien sûr, jusqu'à un certain point, surtout si on ne le différencie pas, il va compétitionner très fortement. Donc, une compétition qui s'est installée au cours des dernières années, puis ça va continuer. Entre autres, on disait dans un article sur le Fresh Fruit Portal, sur le web, le Chili, l'Argentine et le Pérou sont peut-être des gros noms en Amérique du Sud. Mais maintenant, une compagnie colombienne, un nouveau joueur. Compagnie colombienne espère porter l'industrie du bleuet, somme toute modeste présentement, à un niveau supérieur de développement. Donc, eux autres, ils veulent ouvrir la machine. Un autre. Si je reviens dans 2 ans, probablement que les pays exportateurs, on va être en haut de 30, c'est sûr. Donc, le Québec, bien sûr, a réussi à différencier son bleuet. Très positif. Il faut vraiment, vraiment voir ça. Et encore une fois, penser ressources.
notre ressource, qui on est comme ressource. Le Québec a réussi à différencier son bleuet. On a un prix plus élevé qu'ailleurs, bien sûr, au niveau du marché du bleuet américain. Par contre, on voit qu'il y a eu un rattrapage en 2016. Et là, je vous ai parlé de l'inélasticité de la demande. C'est fort probablement dû à cette inélasticité-là et le fait que l'offre a augmenté assez fortement en 2016. Nécessairement une baisse forte des prix. Si l'offre avait diminué le moindrement, les prix auraient pu augmenter très fortement parce que les gens qui mangent du bio auraient quand même continué à manger du bio et ils auraient payé le prix, tout simplement. C'est une caractéristique d'une demande biologique. Des inventaires en croissance. La Nouvelle-Angleterre est forte en hausse, on a vu ça. Des prix sur la scène internationale en décroissance depuis les derniers temps. Intervention du USDA. On vient une demi-heure? Super. On vient d'intervenir au niveau du USDA, 30 millions de livres. Des prévisions qui indiquent que la croissance de l'offre va se poursuivre. On a vu les prévisions. Puis on n'a qu'à regarder qu'est-ce qui s'est planté dans les 5-6 dernières années. Du bleuet qui va venir en production dans les prochaines années. Il y en a eu partout. Et une transmission des prix symétriques. Ça peut peut-être déplaire à des gens, mais c'est ce que les données nous montrent. Okay? Et en même temps, il faut le prendre très positif parce que ça veut dire qu'on a quand même une filière qui a déjà un bon point de départ quand on parle d'une meilleure coordination des acteurs. Ça ne fonctionne pas toujours bien dans des filières. 2016, une année charnière, bien sûr, d'où mon titre à la croisée des chemins. 2016, c'est une année charnière. Il y a probablement une de mes étudiantes, Marie-Ève, qui est ici, qui va reconnaître peut-être cette figure-là, je pense, que je l'avais utilisée dans mon cours de commercialisation. Ça donne un peu les stratégies commerciales. OK, donc, on a parlé des grandes entreprises, des pays qui se positionnent, etc., etc. Mais en même temps, on a des stratégies des entreprises agroalimentaires et on peut identifier 4 grandes stratégies pour les entreprises. Donc, en termes de volume, donc l'axe que vous avez ici, c'est plus je crois sur cet axe-là, plus mes volumes de production augmentent. Et l'autre, l'axe des X, en fin de compte, c'est plus mon prix va augmenter. Donc, comment je me positionne en termes de prix ou comment je me positionne en termes de volume. Et il y a 4 grands axes stratégiques pour les entreprises. Il y a le marché, ce qu'on appelle de sous-traitance. Ça veut dire que c'est une entreprise, un transformateur, qui travaille dans son coin, qui est très efficace pour obtenir un produit qui est commandé par une très grande entreprise. On a d'exemples, par exemple, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, il y avait une entreprise de Saint-Félicien qui fournissait du blé, un blé, je pense, biologique, à Industrie Leclerc, les biscuits Leclerc à Saint-Augustin. Donc, ce producteur-là était très efficace parce que ce qu'il avait à faire, il n'y avait aucune publicité à faire, il y avait un lien contractuel avec Biscuits Leclerc. On était très efficace à produire, on fournissait un produit de qualité. On pouvait obtenir un prix moindre parce qu'on n'avait aucun coût de commercialisation ou quoi que ce soit. Leclerc venait chercher le produit. C'est ce qu'on appelle finalement la sous-traitance. Donc, c'est une stratégie qu'on peut adopter. On peut y aller avec le marché de masse, avec domination par les coûts. C'est-à-dire que nous, on va gros volume. Et tout à l'heure, je vais vous parler des économies de taille. Qu'est-ce que ça veut dire, les économies de taille? Donc, on peut y aller avec gros volume, mais à faible prix. On voit souvent des stratégies Walmart, Costco, etc. On va dans le volume, puis on baisse les prix. Nous, on vise les fameux produits sans nom, à l'époque, qu'on appelait sans nom, étaient dans cette stratégie-là. Ensuite, on a les marchés de créneaux, des marchés de typicité. Donc, la petite entreprise qui décide de faire un produit, par exemple, de bleuet bien spécifique, une recette bien particulière, de le positionner à un endroit bien particulier et il va chercher un prix supérieur, mais c'est des très petits volumes. C'est une stratégie. On peut y aller avec cette stratégie-là. Ou encore, on peut faire comme les très grandes entreprises, Kellogg et Pepsi-Cola, etc., y aller avec les segmentations, différenciations. Ce sont des très grandes entreprises, finalement, qui visent le volume, mais en même temps, ils dépensent des millions et des millions en publicité pour dire, regarde, mon produit est tellement bon là, que tu vas payer plus cher puis tu ne pourras pas t'en passer. C'est ça, finalement. Moi, c'est un Pepsi que je veux. Les amateurs de Pepsi, c'est un Pepsi qu'ils veulent. Voilà, ils vont payer le prix. Parce que la publicité a fait en sorte, finalement, que la perception du consommateur fait en sorte que c'est ce produit-là que je veux. Donc, c'est une stratégie, finalement, à grand volume et à prix élevé. Donc, de façon générale, on a ces grands axes de stratégie-là. Et bien sûr, toute industrie doit se positionner là-dedans. Donc, on a bien sûr stratégie par la compression des coûts. On fonctionne à prix moindre. Ou encore, on va avec une stratégie de segmentation, différenciation, valeur ajoutée. Et là, on est capable, finalement, soit à haut volume ou à faible volume, en vraiment faisant une différenciation de mon produit, en disant que mon produit, il est biologique, oui, comme les autres. Il est biologique comme d'autres, peut-être, mais en même temps, c'est lui le meilleur à cause de mon histoire, la façon dont il est récolté, etc. L'assurance que je te donne que la qualité du produit soit 100%, celle que tu réclames comme consommateur. Donc, on est capable d'aller chercher un prix supérieur. C'est ce qu'on appelle la plus-value. Économie de taille. Donc, tout ce qu'on a dans le haut, les deux figures du haut, les deux rectangles du haut, c'est des économies de taille.
Et là, je veux vous parler des économies de taille. Et j'ai pris un exemple qui est complètement dehors du WS. Je ne voulais pas mettre des figures, finalement, hypothétiques. Je ne connais pas les économies de taille dans le secteur du WS, dans le secteur de transformation. Par contre, il y a un article qui a été publié par le Federal Reserve, la Réserve fédérale aux États-Unis, qui montrait, en fin de compte, le coût unitaire pour des transactions, des paiements électroniques dans le système informatique. Ce qu'on voit ici, c'est les coûts unitaires de chaque transaction. Et ce qu'on a à l'autre côté, c'est le volume. Donc, plus mon volume augmente, plus mes coûts unitaires de chaque transaction baissent. Et ça, c'est ce qu'on appelle les économies de taille. Donc, si j'ai 10 millions de transactions avec mon système, ça va me coûter à peu près 7 sous, selon cette figure-là. Par contre, si je réussis à augmenter mon volume puis aller chercher de plus en plus de consommateurs ou d'utilisateurs, je monte à 40 millions, mon coût va baisser aux alentours de 2 sous. C'est ça une économie de taille. C'est d'aller chercher, finalement, le volume plus important avec les intrants que j'ai. Toutes les entreprises ont ça, même vos entreprises à vous, les producteurs. Si, par exemple, vous augmentez un peu votre surface, peut-être que vous n'avez pas besoin de changer votre tracteur parce que, finalement, il est encore suffisamment puissant, etc. Ce que ça veut dire, c'est que, finalement, vous obtenez plus de produits, vous faites plus de surface, vous obtenez plus de produits avec le même tracteur. Donc, vous venez de diminuer vos coûts fixes de production. Vous venez d'aller chercher des économies de taille. Toutes les entreprises ont ça, incluant aussi la transformation. On va revenir un peu là-dessus tout à l'heure. Rappel 2010, enjeux actuels et futurs immédiats, c'est un AC7 que j'avais présenté. Donc, je disais qu'il faut penser à l'avenir à l'extérieur de la boîte et penser collectif, excessivement important. On parlait du collectif à l'époque, c'est de plus en plus important. On ne peut plus travailler individuellement. On ne peut plus travailler individuellement parce que dans le monde, on ne travaille pas individuellement. Sans oublier les impératifs privés, bien sûr, les entreprises comme les vôtres, comme ceux des transformateurs, comme ceux des distributeurs, ont des impératifs privés. Et je disais à l'époque que les compétiteurs sont sans doute à y travailler, ça c'est sûr, en termes de collectif, en termes de positionnement. Donc, qu'est-ce qui se passe en termes de mouvements stratégiques dans le monde? On a une entreprise, en fait 2 entreprises qui ont décidé de s'unir, Munger et Hortifruit. Et on disait dans l'article que formera une entreprise consolidée et une organisation globale. Ça a été publié dans Eurofruit. On dit dans l'article, on va couvrir, finalement, cette entreprise-là est localisée dans Colombie-Britannique, Washington, Oregon, Californie, Mexique, Pérou, Brésil, Argentine, Chili, Afrique et Asie. C'est étourdissant. Mais c'est une entreprise qui est maintenant globale, stratégique. Ils ont été grand volume à la base. Si on regarde maintenant mon petit positionnement stratégique que je vous parlais tout à l'heure, cette entreprise-là, elle est là. Elle va sûrement se différencier. Et elle va aller à très grand volume. Donc, c'est ce que je dis, elle va sûrement aller vers ça, parce qu'on veut différencier et on veut se positionner sur des marchés bien spécifiques. Un autre, Del Monte. On connaît tous Del Monte. Donc, on dit ici, finalement, que le Del Monte prévoit augmenter sa production de bleuets grâce à l'achat d'entreprises de production au Chili. La société a dépensé 7,1 millions de dollars pour ce faire. 7,1 millions de dollars qu'ils ont dépensé pour acheter des entreprises au Chili. C'est quoi la stratégie de Del Monte? Au début, ils étaient là sûrement. Donc, ils avaient des sous-contrats avec des producteurs chiliens, probablement. Ils achetaient les bleuets à très faible prix. Ils les faisaient produire et ils les prenaient pour leur entreprise. Ils ont décidé, finalement, de se déplacer dans cette stratégie-là. Ils vont différencier leurs produits et ils vont aller à très grand volume avec cette stratégie-là. Ça, c'est ma prévision. C'est probablement vers ça qu'ils s'en vont. Oxford, on connaît Oxford, nos amis de l'Est, une usine de transformation du bleuet ouvre ses portes dans la péninsule acadienne. On a tous entendu parler de cette usine. On parle d'une usine qui couvre 175 000 pieds carrés, la plus moderne et la plus sophistiquée pour la transformation des bleuets sauvages au monde. Bon, je n'ai pas été à visiter, c'est ce qui est dit dans l'article, c'est peut-être biaisé, je ne le sais pas, mais c'est ce qu'on dit. On dit aussi que 1,5 million de livres de bleuets pourront être transformés par jour, 1,5 million de livres, et qu'on a une capacité de congélation, l'entrepôt, en fait, de congélation contient 45 millions de livres. C'est pas petit, là. Hein, c'est très gros. Si on regarde en termes de stratégie, il est où, Oxford? Il est là. Faible coût, très gros volume. Oxford va viser des marchés, des grands marchés, des marchés de masse, produits de commodité, on va dire, nous, même si le prix est faible, c'est pas grave, mon coût de production est tellement bas que mon profit va être intéressant. C'est ça, sa stratégie Oxford. Probablement. Okay? C'est mon évaluation à moi. Bien sûr, ils peuvent aller vers un marché plus sophistiqué, etc. Mais de façon générale, ça ressemble pas mal à ça. Donc, devrait-on regarder de près ce qui se passe sur les marchés internationaux? Oui, je suis convaincu que c'est le cas. Et bien sûr, de plus en plus, les gens regardent sur le marché international.
Et je suis sûr, et je suis convaincu, je ne veux pas faire peur à personne, mais je suis convaincu que des transformateurs et des investisseurs étrangers qui regardent nos marchés présentement, qui commencent à trouver ça intéressant. Produits biologiques, c'est intéressant pour un investisseur étranger. Là, il y a de l'argent dans le monde des affaires. Il y a des gens sûrement qui regardent, okay, qui disent encore, on investit où maintenant? Donc, dans une situation de croissance de la compétition qui mène à la diminution des prix, les entreprises doivent revoir leur stratégie. Okay? Encore une fois, et c'est pour ça que j'ai mentionné à mon frère tout à l'heure qu'il ne faut pas être découragé. Ce n'est pas décourageant ce qu'on voit. Hein? Il faut mettre ça en perspective. Ces entreprises-là font des analyses de performance interne. Donc, ils se regardent à l'interne et ils disent à quelle place on peut améliorer. Ces stratégies-là s'appliquent chez vous aussi. À quelle place on peut s'améliorer, nous autres? Hein, on appelle ça une professionnalisation de la filière, de la production. Okay? On a bien sûr le producteur qui fait sa production, etc. Et plus finalement on rentre dans des marchés un peu plus serrés, bien, plus il faut bien suivre ces stratégies, bien suivre ses coûts de production, etc., etc., puis essayer finalement de maximiser l'utilisation de nos intrants, etc., etc. C'est de la gestion finalement, et aussi de la gestion stratégique qu'il faut mettre en place. Croissance de la taille, économie de taille. Ces entreprises-là vont jouer sur les économies de taille. Il y a des très grosses entreprises présentement. Fusion-acquisition, on a vu, hein, c'est le cas de Muncher Hortifruits. Intégration verticale, c'est le cas de Del Monte, qui investit au Chili. C'est aussi le cas de General Mills. General Mills, c'est une entreprise, si je ne me trompe pas, de 30 milliards de chiffre d'affaires. 30 milliards de chiffre d'affaires. Ce n'est pas la plus petite, hein. Il y en a beaucoup plus grosses que ça. Globalisation, internationalisation, c'est l'exemple, en fin de compte. Le gouvernement fédéral, l'an passé, a négocié une entente pour exporter en Chine des bleuets en carême frais, et ça dit explicitement non sauvage. Il y a une entente avec la Chine présentement. Puis je sais qu'il y a des développements qui s'en viennent avec la Chine, bien sûr, pour le bleuet sauvage, tant mieux. Mais ça montre que là, on vise internationalisation. C'est le cas du Chili et du Pérou. On vise des marchés internationaux. Repositionnement stratégique de la valeur ajoutée. Hein, on se repositionne sur la valeur ajoutée dans certains cas. Ça, cette image-là vous montre, en fin de compte, les nouveaux produits à base de bleuets en Amérique du Nord. Si vous regardez l'année 2006, en 2006, on a eu 1050 nouveaux produits qui contenaient des bleuets. Là, je m'en vais vers le côté positif. Okay? Pour vous encourager. En Amérique du Nord, en janvier 2016, il y a eu 40 nouveaux produits contenant des bleuets. Juste en janvier 2016. En décembre 2016, 58. Un peu moins. Ça, c'est en Amérique du Nord. Des nouveaux produits qui ont été mis sur la tablette des consommateurs. Un peu moins de 600 en 2016 qui ont été mis sur le marché. Sur le marché européen, regardez ce qui se passe. 4 315 nouveaux produits de bleuets lancés au cours de la période 2011-2014. C'est 1 000 nouveaux produits qui contiennent du bleuet par année. C'est les marchés internationaux. Et là, je vais essayer d'aller sur un site Internet pour vous faire voir, quand on parle de valeur ajoutée et de nouvelles façons de présenter des produits, bien, on n'est pas les premiers à penser à ça. Là. De bleuet, bien, vous en avez un exemple ici. Vous avez une multitude, c'est des gens qui s'intéressent à c'est quoi comment on pourrait présenter notre produit. Bien, allez sur ce site-là. Il y a des milliers de produits, en fin de compte, qui sont illustrés. Et ça vous donne, en fin de compte, l'illustration de certains produits qui ont été mis en marché, finalement, dans le monde. Et c'est astronomique, finalement, le nombre de nouveaux produits. Et c'est fascinant, le type de valeur ajoutée qu'on peut mettre lorsqu'on parle du bleuet. Ça, c'est seulement que les produits bleuets. Donc, ça nous amène à la commentaire que Brazelton, c'est quand même un expert dans le bleuet, qui est très connu, qui fait des rapports annuels sur la situation mondiale du bleuet, qui est aussi, qui fait partie finalement de l'équipe de Poultry Farm. Il disait que, bon, ben finalement, c'est à ça que ça ressemble une industrie mature. On est une industrie mature. C'est les mouvements qu'on a vus des dernières années, c'est ça. Et c'est d'où, finalement, c'est dans ce contexte-là que l'industrie du bleuet sauvage à croisée des chemins, mon titre, prend tout son sens. Et que l'hélicoptère, finalement, des fois, il faut la faire lever pour dire, bon, ben là, maintenant, on s'analyse, mais maintenant, nous, on a un rôle à jouer. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer, comme producteur, comme transformateur, et aussi comme consommateur. Hein? Vous êtes aussi des consommateurs. Donc, là, je comprends, je dis, ben là, Rémi, t'es décourageant, là, on va vendre. On arrête ou on continue? Bien, mon point de vue, pour ma part, on continue. Parce que, qu'est-ce que ça reflète, ça, tout ce mouvement-là? Tous ces produits-là, il me reste 15 minutes? On va peut-être 20. On va négocier ça à 20. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, tout ça? Ça veut dire que la demande, elle est dynamique. Ça veut dire qu'on est dans un secteur, en fin de compte, où le produit, où la ressource,
elle est fortement recherchée. Et dans ces secteurs-là, on ne peut pas mettre des barrières partout, là. Il y a plein de monde dans le monde qui ont des idées, puis les producteurs du Chili ont probablement les mêmes objectifs que vous, avoir une entreprise, avoir un produit de qualité, etc., etc. Donc, on a tous les mêmes aspirations. Donc, ça montre quand même cette dynamique-là et cette image-là du secteur, qui peut paraître un peu décourageante, ça montre que c'est très dynamique. Il ne faut pas lâcher. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc, il faut voir, en fin de compte, le positionnement stratégique. Et là, je ramène la vision. Votre vision, elle est très belle, du plan stratégique. Et ce n'est pas parce que j'y ai contribué, hein, c'est vous, vos représentants, qui l'ont forgé, cette vision-là. Le secteur québécois des bleuets sauvages, leader mondial dans son domaine, est une référence quant à sa capacité à valoriser auprès des consommateurs de manière concertée et viable les qualités santé et naturelles du bleuet sauvage. Il contribue significativement à la croissance économique durable des régions du Québec dans son ensemble. Ça, c'est votre vision. Et de cette vision-là, nous, on dit qu'il faut être cohérent avec les actions qu'on pose. Si on veut être là, maintenant, quelle action il faut poser? Et dans le plan stratégique que vous avez adopté, il y a plein d'actions, finalement, qui est mise en place. Et vous avez, heureusement, un regroupement des représentants et des gens de l'industrie qui travaillent, en fin de compte, à mettre en place ces actions-là pour qu'un jour, on atteigne cette vision-là. En 2010, je vous disais, quelle stratégie adopter si on veut faire de la valeur ajoutée? Bien sûr, mettre en place une stratégie de chaîne de valeur. C'est un peu un buzzword, la chaîne de valeur. Tout le monde en parle, c'est beau, et là, on donne des recettes. Moi, je n'essaie pas d'amener des recettes. Quand on sera rendu à dire, bon, ben voilà comment on fait, puis il faut mettre ça en pratique, ben là, on sortira les recettes, puis on dit, regarde, c'est comme ça que ça fonctionne, puis on analyse la situation de chacun, puis on dit, ouais, voilà comment est-ce qu'on peut se positionner. Le but de mettre en place une chaîne de valeur, c'est de se prémunir, finalement, autant qu'on peut faire, ça peut, des fluctuations du marché. Okay, on voit que le marché est instable, etc. Si on met en place une bonne chaîne de valeur, qu'on valorise bien la ressource, qu'on positionne bien nos produits, bien, veut pas, on est un peu à l'abri, en fin de compte. On n'est pas sur la patinoire de la commodité. Ce qu'on appelle la commodité, c'est le produit, finalement, qui n'est pas différencié. Du bleuet. Moi, je vends du bleuet congé, point. Donc, il est différencié déjà. Le Québec a une longueur d'avance. Il faut peut-être aller songer à aller un peu plus loin, peut-être. Donc, quand on fait de la valeur ajoutée, il faut faire de l'innovation, produit de façon différente. Et je peux vous dire que dans les prochaines années, il y a la politique travaille beaucoup tant au niveau du MAPAC, de l'agriculture agroalimentaire Canada. On va mettre beaucoup d'emphase sur l'innovation, sur les façons dont les entreprises agroalimentaires font de l'innovation. On va parler de plus en plus de l'innovation ouverte. Hein, il faut aller vers ça. Relations entre les divers acteurs, producteurs, transformateurs, détaillants, il faut que ça soit renforcé. On n'a pas le choix. Si on veut valoriser notre ressource, la ressource, c'est vous autres qui l'avez dans vos champs. Elle part de là. La valeur ajoutée, elle part déjà de là. Il faut l'amener maintenant jusqu'au consommateur. Si on met en place une chaîne de valeur qui se tient, qui est dynamique, tous les intervenants vont y gagner, bien sûr, incluant la production. Il ne faut pas rêver en couleur. Hein. Allez voir le cas de Warburton, je pense, en Alberta, dans le secteur du blé. Ils ont mis en place avec les Britanniques une chaîne de valeur extraordinaire et ça fonctionne bien. Concertation, partage d'informations. Hein, on a déjà une bonne longueur d'avance au niveau du bulletin d'information. Vous avez, encore une fois, des informations que nous espérons utiles. Et en passant, le bulletin d'information, bien sûr, vos représentants sont là pour répondre, bien sûr, à vos questions, mais si vous avez des commentaires à faire, faites-le, bien sûr. Je vous encourage à le faire à vos représentants, à votre syndicat en particulier aussi. Et eux vont nous faire le message. Bon, c'est pas clair, on ne sait pas de quoi ils parlent. Il faut arriver. Nous, on a aussi une vulgarisation à faire. Puis souvent, ce n'est pas si facile que ça, faire de la vulgarisation, puis vraiment que le message soit bien compris. Donc, s'il y a de quoi qui accroche, n'hésitez pas, bien sûr, à faire affaire avec vos représentants. On parle d'une contractualiser le partage de la valeur ajoutée. On va s'asseoir, on va dire, regarde, qui a fait la valeur ajoutée, puis d'où elle vient, puis qu'est-ce que ça vaut. Gestion de la marque, l'appellation. L'appellation, vous savez, c'est un peu mon dada. Là. Je travaille beaucoup sur des appellations réservées. Donc, marque de commerce, j'ai travaillé aussi là-dessus, marque de certification. Donc, il faut mettre en place une gestion de ces choses-là. Et un cahier de charges basé sur les spécificités. Ça, c'est dans l'esprit de la chaîne de valeur. C'est sur ces aspects-là qu'il faut travailler. Et en particulier, la confiance, la transparence. Hein, c'est pas, et je ne rêve pas en couleur. C'est vrai. Bien sûr, chaque entreprise a ses stratégies qui sont confidentielles, qui sont privées. Il y a une partie qu'on ne peut pas toutes connaître. Ils peuvent pas être transparents. On ne peut pas être tous, même les producteurs, on ne peut pas tous être transparents 100%, toujours. Mais il y a certaines choses qu'il faut partager l'information. Pourquoi? Parce qu'il faut rester un joueur solide sur le marché international. Donc, en parallèle, en guise de conclusion, là, je vais faire plaisir à madame qui me... Mais c'est moi qui lui ai demandé, hein, faites-vous-en pas, c'est moi qui lui ai demandé de me talonner. Donc, et là, je vous ai encore une fois traduit, et là, c'est
je pense, ce qui est dit ici, c'est dit par d'autres experts internationaux, et c'est en parallèle de la mise en place de stratégies bien particulières, du positionnement stratégique, etc., etc. C'est sûr qu'on ne fera pas ça sur notre entreprise individuellement. Hein, c'est en termes d'industrie qu'il faut voir. Donc ici, on dit finalement que les producteurs ont besoin d'accroître leur efficacité et chercher des marchés de niche. On dit dans cet article-là, et ça vient de Capital Press, donc encore une fois de John Sulford, qui dit vous êtes un producteur qui opère à moindre coût. Si vous êtes un producteur qui opère à moindre coût, vous allez survivre à des baisses de prix. Encore une fois, Brazelton qui revient. Pour demeurer compétitifs, les producteurs nord-américains devront maintenir leur coût de production bas tout en maintenant une très bonne qualité. Hein, c'est la qualité, le consommateur, maintenant, il l'exige. Encore une fois, c'est devenu la norme. Je veux un produit de qualité. La qualité, il ne faut pas l'avoir seulement que d'un œil nord-américain. Pour un Européen, la qualité, ça peut aussi vouloir dire que le produit vient d'une ferme familiale. Il vient d'un producteur qui a à cœur ou une productrice qui a à cœur sa production. C'est aussi ça, la qualité pour un Européen souvent. Ici, Shefford dit tout simplement un marché de niche, bleuet bio, offre une opportunité pour les producteurs. C'est sûr que c'est intéressant, mais il présente, le bleuet, une forte inélasticité. Donc, encore une fois, ce n'est pas la panacée, le bleuet biologique. Par contre, c'est un marché super intéressant et encore une fois, je le répète, c'est une très bonne stratégie qu'on a d'avoir des programmes tels que celui qui a été présenté tout à l'heure pour aller vers de la biologique, donc d'encourager. Mais en même temps, ça prend une stratégie à l'autre bout. Hein? On a fini le temps de dire, regarde, on produit, puis on met ça sur le bord du chemin, puis il y a quelqu'un un jour qui va passer, puis il va le ramasser. Ça ne marche plus comme ça. Okay? C'est plus comme ça. Surtout dans un secteur comme on est, nous, où on joue sur la scène internationale. On parle ici des fusions, acquisitions, collaborations et collaborations dont sont les stratégies clés adoptées par les acteurs pour améliorer leur position de marché. C'est comme ça que ça se passe. C'est paru dans Credence Research. On dit ici, Brazelton dit, les gagnants de demain dans le secteur du bleuet auront sans doute un modèle différent d'affaires, des stratégies différentes. Donc, quand on parle de la croisée des chemins, c'est ça que ça veut dire. On doit revoir nos stratégies, on doit se repositionner. Si on a la meilleure stratégie, tant mieux. Mais je suis convaincu qu'on peut faire mieux avec les ressources qu'on a. Question à débattre. Donc, individuellement, si je suis en mesure d'améliorer mon efficacité, est-ce que je peux faire mieux avec ce que j'ai? Y a-t-il avantage pour moi à m'orienter vers les biologiques? Hein, le producteur va dire, bien là, moi, le bio, je suis tanné, ça ne paye pas assez, je m'en vais vers le conventionnel. Il faut se poser la question. Le secteur, dans son ensemble, doit-il revoir ses liens d'affaires? C'est la question qu'on doit poser. Encore une fois, de façon individuelle, chacun d'entre vous, oui, il y a certaines questions qui vous touchent de près, mais d'autres concernent vos représentants, votre regroupement, les transformateurs, etc., etc. Y a-t-il place à la consolidation dans le secteur? OK? Moi, je suis de l'école, je suis un peu en organisation industrielle, il y a deux écoles. L'école de Harvard qui dit que la concentration, lorsqu'il y a peu de joueurs, ça amène de la collusion, puis ça amène finalement de l'exploitation. Puis il y a l'autre école de Chicago qui dit bien, quand il y a deux compétiteurs sur le marché, bien, ils n'opèrent pas assez à faible coût de production, donc ils ne sont pas assez gros. Vous devriez en fermer un peu, en créer juste un gros, puis qui opère bas, puis comme ça, ils vont pouvoir offrir des meilleurs prix, etc., etc. Moi, je suis un peu entre les deux. Je pense qu'il y a matière possiblement à regarder la consolidation, surtout quand on se compare à l'extérieur. Les tailles sont importantes, les économies de terre sont importantes. Donc, la question, et encore une fois, je suis très objectif et très peu biaisé dans ma présentation. J'espère que vous me croyez là-dessus. Et là, la question, bien sûr, s'adresse en particulier aux transformateurs et aussi à vous autres en termes de consolidation. Est-ce que je dois doubler la taille de mon entreprise? Est-ce que je dois acheter mon voisin, etc.? Le transformateur doit se dire, est-ce qu'on, finalement, au lac, on devrait juste avoir une usine ou en avoir plus? Doit-on envisager une stratégie régionale ou provinciale? Est-ce qu'on doit juste parler du lac ou parler du Québec? La question, y a-t-il avantage à arriver à une nouvelle usine plus petite? Une usine plus petite, économie de taille, on sait ce que ça fait. Et si, par exemple, parce que je l'ai entendu parler un peu, que ça serait peut-être une bonne idée, on me l'a dit. Moi, ma réponse à ça, c'est de dire, bien, tant mieux si ça fonctionne, tant mieux. Mais si ça fonctionne, il faut bien comprendre que si c'est une petite usine, elle va fonctionner à haut coût de production. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut aller chercher le marché qui est capable de rémunérer ce produit-là, qui va être très fortement différencié, qui va aller chercher un prix supérieur. Et ça, c'est pas rien. Hein. Le côté commercialisation, c'est pas rien. Là. Donc, encore une fois, c'est des questions qu'on peut poser, puis c'est très légitime que vous voulez poser si vous voulez poser. Mais en même temps, ce n'est pas la solution les yeux fermés. Posez la question. Sommes-nous en mesure de concurrencer sur la base des coûts? Est-ce capable de concurrencer Oxford? Alors, on est-tu capable? Oui ou non? Pour ma part, ces questions sont importantes avant même de penser une stratégie de valeur ajoutée. Ça, c'est la base, comme poser ces questions-là.
Souvent, quand je vois des gens travailler avec des associations de producteurs ou de transformateurs, et on arrive, on dit, voilà, nous, on va vous dire c'est quoi de la valeur ajoutée, puis là, on arrive avec notre paquet de recettes, mais on ne pose pas ces questions-là. Les vraies questions de base. La remise en question de notre situation actuelle. C'est important. Quel avenir? Le bleuet sauvage du Québec présente des qualités uniques. C'est ça qu'il faut retenir. Qualité unique, le bleuet sauvage du Québec. Biologique, boréal, nordicité. C'est une richesse. Proximité de la transformation. Et en particulier, je parle de centre de décision. Encore une fois, tout à l'heure, je vous le disais, je ne serais pas surpris d'apprendre que des investisseurs au niveau international qui regardent au Québec disent, regarde, je serais intéressé moi, d'avoir ce marché-là, d'aller chercher cette production-là. Pourquoi je n'investirais pas en transformation en achetant, par exemple, faisons l'hypothèse, un transformateur, puis je ramasse le bleuet. Le centre de décision, il n'est plus au Québec. Il peut être à Washington, etc. Le fait d'avoir des centres de décision locaux, c'est très riche. On a la proximité de la transformation. Regardez les producteurs de Nouveau-Brunswick jusqu'à temps qu'ils aient leur usine. Là, maintenant, ils ont une usine, mais le centre de décision n'est pas là. Hein? Donc, ici, au Québec, on a cet avantage-là. C'est un fort avantage. Proximité. L'avenir est à la valeur ajoutée, j'y crois fortement, mais il faut savoir la mettre en place. Reconnaissance de la richesse de notre ressource. Il faut reconnaître la ressource. Ce n'est pas juste un bleuet. Vous êtes fier de votre production, vous êtes fier de votre entreprise, vous devez être fier de la ressource qu'il y a sur votre entreprise. Base de la chaîne de valeur qui lie l'ensemble des acteurs, c'est la ressource. Parce que si on valorise bien la ressource et qu'on illustre bien comment, finalement, cette ressource-là prend la source de valeur ajoutée sur l'entreprise, on va être capable de remonter la filière et de dire, voilà la valeur ajoutée, à quel endroit elle est, et voilà comment on devrait fonctionner en termes d'entente. Vous avez les atouts pour y parvenir, des regroupements, un regroupement en particulier, votre syndicat. Proximité de la transformation, c'est un atout. Connaissance des marchés internationaux. On a des transformateurs qui sont très habitués sur les marchés internationaux, qui connaissent très bien les marchés internationaux, bien mieux que moi. L'expertise. Je pense au Laurie Godin, au Pierre-Olivier Martel du MAPAC, au Denis Larouche, le syndicat de gestion, à M. Lafont, Agriculture Agroalimentaire Canada, et j'en passe. Les chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi, je lisais un article du Dr Legault, M. Legault, dernièrement, les Desjardins de l'Université Laval, les Korkoff de l'Université Laval, qui connaissent très bien le produit bleuet et le nutraceutique, etc. Au Québec, on a une richesse extraordinaire. On avait la même chose dans le secteur laitier. On était les meilleurs au monde dans les ingrédients laitiers en 1990. Et c'est les Européens, Nestlé en particulier, qui en ont profité de l'expertise qu'on a développée au Québec. Le meilleur chercheur canadien et nord-américain qui était à l'Université Laval dans les ingrédients laitiers a été embauché par Nestlé avec 800 travailleurs avec maîtrise et doctorat sous lui. Il était à la tête de ce groupe-là pour Nestlé. On a ces richesses-là, il ne faut pas les laisser pour compte. Il faut les utiliser. La demande pour les produits différenciés d'origine connue est en hausse. Donc, oui, les produits différenciés, mon produit est meilleur, il a meilleur goût, etc., etc. Mais en même temps, comme consommateur, moi, je m'intéresse de quelle place il vient, mon produit. Et la grande mode, c'est d'avoir finalement un site Internet où, avec mon cellulaire, je m'en vais à l'épicerie, je vois un truc de bleuet du lac, je clique dessus, puis je vois la photo, je vois votre binette. Finalement, la journée que le bleuet a été ramassé, maintenant, ça existe. Dans le homard, entre autres, ils font cette stratégie-là. On voit le pêcheur sur son bateau. Lorsqu'on clique sur l'étiquette qui est sur le homard, on sait d'où il vient. Il y a une traçabilité. Donc, l'origine est de plus en plus en demande. D'où vient ton produit? 3 phases à retenir, à mon point de vue. En conclusion, je termine avec ça. Le bleuet sauvage du Québec présente des qualités uniques. C'est un avantage extraordinaire. Une chaîne de valeur réussie se caractérise par la transparence et la confiance. On peut trouver ça drôle, voir Rémi Gard, tu rêves en couleur. Je connais l'industrie, je viens encore en partie au lac, et puis j'entends beaucoup de choses, puis en même temps, je me dis, moi aussi, j'ai des préjugés favorables, défavorables, etc. On est tous pareils. Mais en même temps, je me dis, à quelque part, si on veut vraiment différencier notre entreprise et on veut réussir, pas à sortir de la patinoire pour s'en créer une à nous tout seul, mais au moins à protéger notre banque, puis dire, regarde, là, on est sécure, puis les gens ont les yeux sur nous parce qu'ils veulent notre produit, c'est l'autre qu'ils veulent. Bien, dites-vous bien que la demande, elle va être au rendez-vous. La base de la valeur ajoutée, c'est la ressource. Il ne faut pas l'oublier, c'est la ressource, c'est le bleuet. Regardez votre bleuet quand vous irez le cueillir, il y a une particularité, nordicité, boréale, bio, possiblement, etc., etc. Votre historique, le lien familial, le grand feu de 1830, etc., le Lac-Saint-Jean. C'est ça, le bleuet du Lac-Saint-Jean. C'est le festival du bleuet, 50 quelques années. C'est ça, le bleuet du Lac-Saint-Jean.
Donc, la base, c'est la ressource. La reconnaissance de la part de chaque maillon de la filière dans cette valeur ajoutée, c'est important. Pour moi, j'y crois fermement. Il faut que chaque acteur, pas juste des acteurs reconnaissent la valeur ajoutée que vous apportez, mais que vous autres aussi reconnaissez la valeur ajoutée que les autres aussi. Donc, c'est pas à sens unique, ça. C'est à double sens. Donc, dans le sens positif, bien sûr. Donc, la ressource, la reconnaissance et l'apport de chaque maillon, très important. Le collectif, en terminant, le collectif est très, très important dans cette dynamique-là. Il faut y croire. Il faut y croire, puis il faut avoir confiance en ses représentants. Et puis là, on ne m'a pas donné de mot d'ordre. Hein? On ne m'a pas payé pour dire, Rémi, tu vas dire ça. Là. Je suis assez vieux, j'ai 60 ans cette année. Je suis assez vieux pour ne pas me faire dire qu'est-ce que j'ai à dire. OK? Puis, je crois fermement au collectif, au travail ensemble. Puis, oui, les producteurs voudront toujours avoir des prix plus élevés. Puis, oui, les transformateurs voudront toujours payer le moins possible sa ressource. C'est normal, c'est comme ça dans tous les secteurs. C'est une question de négociation. Mais au-delà de ça, il y a une question de dire, voilà, maintenant, on met en place toute une industrie. Et voilà maintenant comment on est structuré. Regardez en Europe comment on travaille dans certaines filières fromagères sous appellation, par exemple, où finalement le transformateur, le producteur, le distributeur sont très fortement coordonnés. Okay? C'est cette dynamique-là qu'il faut imaginer. Et ça se met en place. Demain matin, vous n'aurez pas ça. Et ce n'est pas moi qui va la mettre en place non plus, c'est vous autres. Avec vos représentants. Il faut que la transformation, la production, ici, il y a des distributeurs d'impliquer, il faut que le distributeur aussi s'implique pour dire maintenant comment est-ce qu'on se sécurise dans ce marché-là, parce qu'on est tous dans le même bateau. Hein? Ce n'est pas juste les transformateurs qui font face à la compétition. Vous autres aussi, vous en subissez les conséquences. Merci beaucoup. Oui, on me dit qu'il y a des temps pour les questions, commentaires. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent... Rémi? Oui. Casser la glace. Les gens qui sont entrés dans la production de bleuets à travers le monde... Excuse-moi, Gervais, j'ai manqué le début de ton intervention. Juste une question. Les gens qui sont rentrés dans la production de bleuets carême à travers le monde, ils sont entrés dans un contexte de prix favorable. Au niveau de l'agroalimentaire, au niveau de l'agriculture, dans mon ancienne vie, quand un producteur regardait le prix du maïs, versus le prix du canola, le prix du soya, si le maïs était plus intéressant, il allait vers le maïs. Oui. Ou l'année d'après, il tassait le maïs, puis il allait vers le soya. Actuellement, là, oui, il se produit 1,7 milliard de livres, puis peut-être 2 en 2017, 2 milliards de livres, mais c'est encore beaucoup moins que la fraise qui est à 11 milliards de livres, 10,5 milliards de livres. Puis là, le prix du bleu sauvage est rendu en bas du prix de la fraise. Quelles sont les chances que des pays comme ça, ils se dirigent vers la fraise? Oui. En fait, il y a toute une belle théorie là-dessus, puis je vais vous en faire grâce. Quand on parle de la fixité des actifs, en fait, c'est qu'à partir du moment où la production est en marche, okay, les champs sont plantés, etc., les entreprises vont quand même vouloir maintenir cette production-là. Donc, à partir du moment où on réussit quand même à couvrir nos frais fixes, à court terme, ça va. On réussit à sauver la donne. À couvrir nos frais variables, c'est-à-dire on paye notre main-d'œuvre, notre essence et tout, et on peut retarder un petit peu le paiement de nos frais fixes, etc. Mais c'est sûr que ce n'est pas la situation idéale. C'est certain qu'on dit souvent que le meilleur moment d'investir dans une entreprise, c'est d'investir quand les prix sont bas, hein, parce que la valeur suit. Donc, on investit là, puis en espérant que les prix... Donc, on prend une stratégie particulière, puis qu'on rehausse finalement les prix de cette entreprise-là. Regardez ce qui s'est passé dans Canneberge, hein, lorsque les prix ont baissé. Il y a des gens qui avaient investi quand même de fortes sommes les années 1 an ou 2 avant, et je vous l'ai déjà compté. J'avais donné une conférence où j'ai failli me faire arracher la tête quand j'avais prévu que les prix allaient baisser. C'est certain que c'est une gestion de risque et une gestion d'entreprise. Donc, il faut des décisions d'entreprise. Et à partir du moment où les prix baissent, si c'est, on l'espère, temporaire, si c'est non temporaire, bien, il faut revoir sa structure et ses façons de faire. On n'a pas le choix. Et encore une fois, il faut avoir en tête l'économie de taille. Et c'est ce que les entreprises font. Si on prévoit que le marché va se maintenir au niveau bas, bien, il faut revoir quelle structure on met en place là, pour survivre à moyen et long terme. C'est certain que la situation n'est pas facile et je comprends très bien. Je comprends très bien que ce n'est pas agréable. Et je partage très bien votre désarroi, finalement, face au prix du bleuet. Je ne défends pas personne dans ça. C'est un fait, on le voit. Je l'ai fait exprès pour montrer des articles de journaux qui sont partout dans le monde, où on parlait de la chute des prix, etc., etc. La stratégie, c'est vraiment de s'asseoir, encore une fois, faire lever l'hélicoptère puis de dire, bon, voilà, maintenant, mon entreprise, je la positionne comment?
Est-ce que je pourrais améliorer mes relations avec le marché? Est-ce qu'il y a une façon finalement de valoriser moi-même ma ressource, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est de la gestion d'entreprise et c'est pas nécessairement toujours facile. Il y a des gens qui sont dans le bleuet sauvage, qui commercialisent eux-mêmes leur production. Ça a l'air plaisant parce qu'on voit le petit casseau de bleuet sauvage sur les épiceries, sur les tablettes, et on voit le prix. On dit, ça se vend bien, donc moi aussi, je vais en faire. Mais n'oubliez pas qu'il y a du travail énorme de fait derrière ça. Et il y a un travail d'intelligence de marché aussi qui est fait derrière ça pour permettre d'arriver sur les marchés. Donc, c'est certain qu'il faut à prime abord, il faut revoir nos façons de faire, nos stratégies. D'autres questions? Commentaires? Encore une fois, je le dis à chaque fois que je termine ma conférence, et j'ai peut-être des fois 1 ou 2 courriels. Si vous voulez m'envoyer des courriels, vous avez mon adresse. J'ai toujours un grand plaisir d'échanger avec vous autres. Donc, par téléphone ou par courriel, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, puis vous êtes d'accord et vous voulez en savoir plus, ça me fera plaisir. Je reste ici pour un petit bout. Il paraît que le parc n'est pas praticable présentement, donc je vais rester un petit bout.